Alors, bienvenue à l'Espace Léman, nouveau centre nature dédié au lac que l'ASL a inauguré au printemps dernier. Comme vous pouvez le voir, c'est une vitrine conçue autour de la biodiversité lémanique qui présente la faune et la flore et également les menaces qui pèsent sur cet écosystème unique. Cet espace a plusieurs vocations. Tout d'abord, d'accueillir le grand public au quotidien avec des ateliers qui sont à disposition, qui peuvent se faire de façon autonome ou avec un spécialiste qui est présent sur le site, où les gens peuvent découvrir plusieurs espèces du Léman. Et puis, on organise aussi pour les écoles des ateliers de 2 heures où les élèves sont en groupe et font une recherche scientifique également sur différentes espèces avec des indices et des fiches de détermination. On organise également pour les familles et pour le grand public des soirées à thème. Et chaque année, on monte une exposition. La dernière était sur les herbiers sous lacustres et la prochaine débutera en septembre 2025. Comme vous pouvez le voir, ce lieu est multifonctionnel puisqu'aujourd'hui on est là pour une conférence de presse. Et puis je passe la parole à Julie qui va un petit peu plus vous expliquer la raison de notre présence ce matin. Oui, du coup, merci beaucoup Suzanne pour cette introduction, cet accueil. Merci à l'ASL de nous accueillir dans ces locaux dédiés à l'espace aquatique pour parler du Rhône aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'être venu à cette conférence de presse aussi pour nous écouter. Et je vais prendre la parole quelques instants pour vous expliquer en fait, le processus qui a amené à ce manifeste Rhône et vous dire aussi quelques mots sur la PNPGE. Parce que la PNPGE, c'est une association aujourd'hui qui n'est pas forcément très connue, c'est la plateforme Nature et Paysage. Et l'objectif de cette plateforme, c'est de réunir les associations qui travaillent au niveau cantonal dans la protection de la nature et du paysage pour pouvoir échanger. C'est le but principal, pour pouvoir échanger entre elles, mais aussi pour pouvoir créer des projets ou pour pouvoir échanger avec les institutions ou les personnes intéressées par la thématique. Donc on a 13 associations aujourd'hui qui sont représentées à la PNPGE, dont une grande partie sont présentes aujourd'hui. Donc certains autour de la table qui vont nous présenter les objectifs qu'on a dans notre manifeste et d'autres qui sont autour de vous dans la salle. La PNPGE a été a lancé déjà un premier manifeste il y a 5 ans, donc sur la nature et le paysage. Et aujourd'hui, on a travaillé ensemble, toutes les associations, pour vous proposer un manifeste sur le Rhône. On a choisi un sujet un peu plus précis cette fois, même si c'est un élément majeur du canton. On voulait travailler sur le Rhône parce que malgré l'impression qu'on peut avoir quand on se promène sur les berges du Rhône, ce cadre idyllique, ce beau décor qu'on a, en fait, on sait maintenant que le Rhône ne va pas bien. On imagine toujours que on est en pleine nature, mais c'est un peu l'enveloppe et à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. On a par exemple une étude qui montre que au niveau piscicole, on n'a pas toutes les espèces qu'on pourrait attendre. Une étude qui a été menée en 2018 et qui compare ce tronçon du Rhône, le Rhône-Genevois, à des cours d'eau français qui sont relativement similaires, des fleuves, où on a vraiment une diversité piscicole importante et on se rend compte que le Rhône c'est la plus mauvaise, c'est la zone piscicole la plus déficitaire au nombre d'espèces qu'on a parmi ces 6. Donc on avait déjà ce constat sur les populations de poissons, mais pas seulement, aussi sur les invertébrés, sur les oiseaux piscivores, etc., qui peuvent profiter de cette ressource alimentaire, qui nous a fait prendre conscience aussi qu'il y avait des choses à faire pour améliorer en fait, les milieux naturels et le côté biologique du Rhône, même si la qualité de l'eau au niveau chimique est plutôt bonne, a priori, c'est vraiment ce côté biologique qu'on voulait mettre en avant. Donc, dans un premier temps, on a créé ce manifeste que vous pouvez retrouver sur notre site internet, qu'on a imprimé aussi aujourd'hui, qui a été illustré par Simon Charrière, donc des illustrations assez chouettes, une jolie mise en page que vous pourrez découvrir.
Et puis, dans un second temps, dans un premier temps, l'idée c'était vraiment pour toutes les associations de s'aligner sur les objectifs prioritaires pour préserver un Rhône vivant. Dans un second temps, on aimerait aussi pouvoir travailler avec d'autres institutions pour que les objectifs qu'on propose soient ceux de tout le monde, avec le grand public aussi pour sensibiliser en fait à cette problématique. Et puis voilà, pouvoir vraiment redonner un peu de vie au Rhône. Parce que même si ces quelques phrases d'introduction peuvent paraître un peu défaitistes, dans ce manifeste Rhône, les associations vont expliquer leurs contributions, vont aussi proposer des solutions pour atteindre les objectifs. Et du coup, je vais laisser les associations vous présenter les 6 objectifs qu'on a. Mais avant ça, on va juste commencer par un petit historique fait par Philippe Roch d'Helvetia Nostra, qui va nous expliquer un peu la relation entre l'homme, le Rhône, les associations de protection de la nature. Et voilà, si vous avez des questions, merci de les garder peut-être pour la fin, pour éviter de couper le fil. Et merci pour votre compréhension, voilà. À toi, Philippe. Merci Julie. Un rapide survol de cette continuité biologique du Rhône, mais aussi historique, qui commence à la fin de la dernière glaciation, qui a donné son nom à Genève, n'est-ce pas? Gen Ava, c'est le lieu de la naissance de l'eau. Et c'est le Rhône, n'est-ce pas, qui a inscrit ce nom de cette ville particulière. Et alors, il a vraiment été un lieu biologique extraordinaire, qui a été notamment décrit par Robert Renard, l'artiste naturaliste de Bernay, qui a observé la loutre, etc., mais qui a aussi vécu ce premier grand drame du Rhône dans les années 40, le barrage de Verbois, inauguré en 1944, qui non seulement a barré Rhône, avec plein de problèmes pour les poissons, on va en parler tout à l'heure, mais aussi qui a complètement changé le régime, ce régime du Rhône libre et sauvage. Et Robert Renard a écrit à ce moment-là un livre, Quand le Rhône coulait libre, qui est magnifiquement illustré par ces estampes, et on sent la douleur quand il dit dans ce livre qu'on est en train de détruire l'essentiel pour produire des choses dont il n'a pas besoin. C'était déjà la sobriété volontaire, la vie de Robert Renard dans les années 40. Et ensuite, il y a eu toute une série d'actions pour essayer de préserver ce Rhône, au moins ce qu'il en reste, puisque même dans son état barré, il reste une valeur extraordinaire. Et sous la pression de toutes les installations humaines, le WWF, en 1986, a lancé une initiative pour la protection du Rhône, qui vraiment relançait cet intérêt, et qui a abouti à une loi sur la protection des rives du Rhône, qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Et ce périmètre de cette loi a été repris, ou lui-même a repris, d'autres couches de protection par l'inventaire fédéral des sites d'importance nationale, le fameux IFP, et la Convention de Ramsar, qui protège aussi ce périmètre sur le plan international. Donc on a toute une série de couches de protection qui malheureusement ne suffisent pas à résister aux pressions qui augmentent, comme chacun le sait, dans la région, raison pour laquelle, déjà en 1986, on avait organisé un congrès du Rhône pour évoquer tous ces problèmes, et aujourd'hui ce manifeste, qui, comme l'a bien dit Julie, réunit toutes les associations, enfin les principales associations de protection de la nature, qui sont vraiment déterminées maintenant, non seulement à déclarer cette importance et ce manifeste, mais à agir mois après mois, année après année, pour préserver vraiment ce grand écosystème qui est vraiment pour la nature d'une valeur inestimable, mais aussi pour les humains, puisqu'elle leur permet de s'immerger dans cette nature sauvage à proximité de la ville. Merci. Du coup, je vais passer aussi la parole à Louise Ziger, de la FSPG, la Fédération des sociétés de pêche genevoise, pour nous parler des 2 premiers objectifs sur lesquels on a travaillé. Merci beaucoup. Du coup, on a défini ensemble 6 objectifs qui étaient prioritaires pour le Rhône vis-à-vis de tout
ce que Philippe a évoqué vis-à-vis des précédents, et aujourd'hui, quelles sont les thématiques principales. Donc moi, je vais vous présenter les deux premiers, puis ensuite, je passerai la parole pour les suivants. Le premier objectif, il s'intitule « Produire de l'électricité grâce à un débit au fil de l'eau sans écluser ». Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, dans le Rhône, actuellement, chaque jour, on fait varier le débit du Rhône et le niveau de l'eau pour produire, quand ça nous intéresse, de l'électricité. Donc, en gros, quand tout le monde allume sa plaque à midi pour cuisiner, il est intéressant de produire de l'électricité parce qu'elle vaut cher. À ce moment-là, on ouvre les vannes du barrage du Seget, on fait passer l'eau du Léman dans le Rhône et on a ainsi une grosse augmentation du débit dans le fleuve. En fait, même si ce processus est extrêmement rentable au niveau des barrages, il a aussi des impacts négatifs sur les organismes aquatiques. Il faut se rendre compte, c'est que du coup, lorsqu'on a des organismes aquatiques qui sont dans le cours d'eau, ils vont arriver tout à coup sur eux une espèce de vague d'eau qui est complètement anthropique, et cette vague d'eau, elle va les déranger, elle va les obliger à chercher des conditions d'habitat qui leur sont favorables, elle va les obliger à se déplacer. En fait, on voit que ça limite beaucoup le développement de toutes les espèces aquatiques. Le deuxième problème de ces éclusées, c'est que quand vous arrêtez de produire de l'électricité, vous diminuez le niveau de l'eau forcément, et toutes les espèces qui avaient trouvé refuge sur les bords du Rhône vont tout à coup se trouver hors d'eau si elles n'ont pas le temps de regagner le cours d'eau central. Donc on a ainsi des espèces qui se retrouvent 2 fois par jour ou 1 fois par jour exondées, et puis je vous apprends rien quand je vous dis que les espèces aquatiques, quand elles sont hors d'eau, elles meurent. Du coup, il y a plusieurs problèmes qu'on voit avec ces éclusées, et puis nous, ce qu'on défend dans ce manifeste, c'est donc un arrêt des éclusées. On pense que ces éclusées peuvent être arrêtées dans le sens où en fait elles ne génèrent pas une production électrique supplémentaire. On pourrait produire la même quantité d'électricité sur une journée mais d'une manière un peu plus lisse, et ça permettrait de prendre en compte la biodiversité du fleuve. Ce qu'il faut également comprendre, et ça sera Géraldine qui le décrira juste après, c'est que si on arrête les éclusées, on va pouvoir en fait avoir des milieux latéraux qui seront beaucoup plus intéressants, parce qu'on va arriver à les reconnecter avec le cours d'eau central et non plus les déconnecter plusieurs fois par jour avec encore une fois ce cours d'eau central. Le deuxième objectif que je dois vous présenter, il s'intitule « Modifier la gestion sédimentaire pour mettre fin aux vidanges et aux abaissements partiels ». Donc c'est un objectif qui est différent complètement du premier. Plusieurs fois par décennie, ce qu'on fait dans le Rhône, c'est qu'on fait des abaissements partiels ou des vidanges. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un sujet dont on parle depuis 1944. En fait, donc, tous les 3 ans, on vient diminuer la hauteur d'eau des barrages pour essayer d'évacuer tous les sédiments qui se sont déposés. Donc là, en fait, vous l'avez peut-être vu, c'est une rivière qui est assez boueuse, et en fait, elle vient déposer beaucoup de cette boue dans le barrage de Verbois notamment. Et puis, ça induit des problèmes, notamment pour la gestion des risques d'inondation en ville de Genève. Donc actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on descend, et vous le verrez le printemps prochain en 2025, on va descendre le niveau d'eau du barrage de Verbois pour laisser les sédiments s'écouler à travers ce barrage. Encore une fois, ici, la plateforme Nature et Paysage ne se montre pas du tout contre la gestion des risques d'inondation. En revanche, elle est assez contre le mode de gestion qui est proposé actuellement, parce que ce mode de gestion, on l'observe, et il y a des études scientifiques, vous le verrez aussi, qui l'attestent, ce mode de gestion est vraiment extrêmement impactant pour la faune aquatique. Pour vous décrire brièvement les impacts, lorsque vous irez peut-être au bord du Rhône en 2025, vous verrez que le Rhône devient tout à coup beaucoup plus courant, évidemment, là où on avait un plan d'eau, là où on avait une retenue qui n'avait pas de courant, et donc tout à coup un fleuve qui s'écoule à nouveau. Donc toutes les espèces qui ne sont pas habituées en fait, à subir des courants vont simplement dévaler et prises dans le Rhône. Et puis la deuxième chose que je vous décrivais avant, c'est que tous les milieux qui étaient aquatiques vont devenir tout à coup pendant 10 jours des milieux terrestres, et puis toute la faune qui y vit va mourir, et on va avoir une espèce de reset, une mise à zéro de toute la faune aquatique sur ces zones-là. Alors, ce que demandent les associations de protection de la nature à travers ce manifeste, ce sont 2 choses. La première chose, c'est que CIGE s'engage à respecter les mesures qui
s'était engagé en 2016 à respecter et qui ne sont toujours pas mises en place. Donc, pour ce dernier abaissement, il y a encore des mesures de minimisation des impacts qui doivent être appliquées et qui ne le sont pas pour le moment. Et puis, dans un deuxième temps, pour aller un peu plus loin, dans le futur, la PNPGE s'engage vraiment pour que le mode de gestion des sédiments soit beaucoup plus durable. Nous, ce qu'on aimerait, c'est une solution qui s'inscrive dans la durée pour qu'on puisse concilier et les risques d'inondation et la faune aquatique du Rhône. Voilà. J'en ai terminé pour mes deux premiers objectifs. Du coup, je passe la parole à Géraldine Gabriel, qui représente aujourd'hui le groupement ornithologique du bassin Genevois. Merci Louis. Donc moi je vais vous parler du troisième objectif qui traite de l'importance de favoriser des habitats de qualité. Donc vous l'aurez compris, il est assez clair que des habitats de qualité ne pourront être garantis qu'avec l'arrêt des épuisés. Le développement et la création d'habitats proches des berges sont malmenés par la variation régulière et finalement assez rapide du niveau d'eau du Rhône. À tel point que malgré les projets aux objectifs ambitieux pour améliorer la biodiversité, la faune et la flore qui devraient être présentes ne le sont tout simplement pas ou que très peu. On peut prendre l'exemple de l'île de Planfond, qui a été créée en 2000 avec les sédiments issus du creusement de la lagune. À l'époque, le Remblai a été végétalisé avec des roseaux et des saules. Aujourd'hui, la roselière s'étend de façon assez formidable jusqu'à la lagune et sur une des rives du Rhône. Alors bien que globalement le site accueille des hivernants, il présente un réel déficit en termes d'oiseaux nicheurs, en particulier les piscivores. Par exemple, le blongiosmin est absent et le grébupé, qui est l'oiseau par excellence des roselières, est peu présent et est représenté qu'en tout petit nombre. À Verbois, un radeau a été installé en faveur des sternes Pierre-Garin, et cette année, pour la première fois, un couple de mouettrieuses y a niché. Les sternes sont toutefois régulièrement observés qui allant se nourrir sur des plans d'eau plus riches en poissons, dont les têtes de Verbois et même jusque dans le Léman. Donc preuve que l'offre en nourriture n'est pas suffisante. Offrir de meilleures conditions d'alimentation donc pour ces espèces serait possible avec l'arrêt des épuisés. Sans marnage, donc sans différence de hauteur du niveau d'eau, on assurerait aussi une zone riveraine qualitative qui, d'une part, permet le développement d'une ripisylve, donc une forêt qui se développe sur les rives du Rhône, et des roselières suffisantes, et d'autre part, qui rendrait possible une dynamique naturelle de boisement qui profite directement à beaucoup d'espèces, dont les oiseaux, bien sûr, vous l'aurez compris, mais aussi les batraciens, les insectes ou les mammifères. Un niveau d'eau plus constant éviterait que les oiseaux qui nichent sur les berges et les oiseaux qui construisent des nids flottants dans les roselières ne voient leur nid détruit par les fluctuations de niveau d'eau. Je pense particulièrement à la floute macroule, la gallinule poule d'eau pour les nids sur les berges, et puis aux espèces comme les crêpes castagneux et huppés pour les nids flottants, ces espèces qui aiment s'amarrer aux eaux. Voilà. D'autre part, avec l'arrêt des éclusés, beaucoup de projets de renaturation, notamment à l'embouchure de certains noms, pourraient être créés puis se développer sur le long terme, favorisant ainsi les échanges entre le fleuve et ses milieux annexes. Quant aux espaces moins impactés par cette variation du niveau de l'eau, ils devraient être impérativement renaturés. Et aujourd'hui, c'est la plateforme, en fait, c'est une des attentes. Donc la réalisation de ces mesures de revitalisation, l'accélération de ces mesures de revitalisation. En fait, le Rhône présente un réel potentiel qui ne demande qu'à être amélioré. En effet, on devrait considérer le Rhône comme une extraordinaire pénétrante de verdure dans la ville, et en y améliorant les conditions de vie de la faune, mais aussi de la flore, le bien-être des habitants en sortirait tout simplement gagnant. Voilà. Je passe la parole à mon collègue Jean-Pascal Gilly, qui est secrétaire régional du VDF, pour l'objectif suivant. Merci Géraldine. Alors pour ma part, je vais vous présenter l'objectif numéro 4 qui s'appelle limiter les nouvelles infrastructures. Alors évidemment, je ne vous apprends rien, Genève est un territoire
fortement urbanisée, qui est le centre économique hein, de l'agglomération, de la grande agglomération. Alors justement, ça amène cette question, c'est comment concilier le développement territorial et la préservation de la biodiversité. Alors, il y a plusieurs documents stratégiques qui se sont déjà attaqués à cette question. Donc, le dernier en date est la vision territoriale transfrontalière, avec son petit nom VTT, qui est en fait un document guide pour les plans directeurs des différentes entités de l'agglomération. Et donc cet été, en fait, les élus du Grand Genève ont adopté un document qui leur demande, en vue de leur développement territorial, d'avoir comme socle la primauté au vivant et la préservation des ressources naturelles. Cet objectif 4, qui peut paraître austère, comme ça, limiter les nouvelles infrastructures, on voit bien qu'en fait, ça ne sort pas d'un chapeau d'une bande d'écolos illuminés, mais c'est porté politique. Et c'est évidemment d'autant plus vrai quand on parle d'un territoire qui est crucial pour la biodiversité. Alors on en parlait, hein, mais effectivement, le Rhône et ses rives, c'est le squelette en fait, de l'infrastructure écologique de Genève. C'est un moment charnière, alors pas aujourd'hui juste maintenant, mais c'est la semaine prochaine, par exemple, c'est l'événement de clôture qui est organisé à Cycly, si jamais, le 12 décembre, voilà, le matin. Vous pouvez faire la demande au département du territoire, j'imagine, pour être présent. C'est l'événement de clôture hein, de cette vision territoriale transfrontalière, mais qui va amener justement aussi le début de la phase de révision du plan directeur cantonal de Genève. Donc du coup, de s'ancrer dès le départ la thématique du Rhône, ça a une importance cruciale. Et puis c'est aussi un moment charnière parce qu'on est persuadé que la plus grande majorité des élus sont maintenant sensibilisés et conscients qu'il faut préserver la biodiversité. Malheureusement, dans les faits, c'est pas encore ça. Le problème actuel, c'est que justement les nouvelles infrastructures ou les activités qui sont proposées ne se réfléchissent pas de manière systémique ou cohérente. C'est plutôt à coup d'opportunité, au cas par cas, et puis malheureusement à ce jeu-là, la biodiversité sort rarement gagnante. Par exemple, une passerelle pour piétons et cyclistes, c'est 3 fois rien, et puis c'est pour la mobilité douce et donc forcément pour le climat et l'environnement. Des nouveaux débarcadères pour chaque commune, c'est génial. Vu le réchauffement climatique, il faut justement accueillir le public, et puis l'impact est minime. Un nouveau barrage sur le Rhône genevois à Conflans, c'est pour produire de l'électricité renouvelable et donc forcément pour protéger le climat et donc pour l'environnement. Et puis certainement les mesures de compensation seront certainement à la hauteur. Ou carrément une 3e voie sur l'autoroute de contournement, l'impact est déjà là. Et puis, comme on l'a vu le 24 novembre, c'est justement pour désengorger les bouchons qui, eux, polluent. Donc vous aurez compris, évidemment, certains projets sont inadmissibles et puis on se battra contre, évidemment. Mais certains peuvent devenir aussi des opportunités, notamment Porteous, par exemple, qu'on a rencontré déjà, je crois, 2 fois, pour discuter justement des enjeux nature de ce lieu qui est encore très préservé. Et puis les enjeux qu'on peut voir avec Porteous, c'est notamment la pollution lumineuse et puis la surfréquentation d'un lieu qui est justement encore très préservé. Or, ça pourrait devenir vraiment un lieu de sensibilisation du grand public et puis une scène alternative, artistique alternative, qui pourrait avoir une plus-value positive aussi sur la nature. Donc c'est justement dans ce sens que nos associations préconisent de mettre en œuvre une véritable concertation des différents acteurs et usagers du Rhône pour définir justement ensemble une vision d'avenir de ce Rhône, afin de concilier les différents usages entre nature et humain, population. Et c'est justement en prévision de cette concertation qu'on s'est aussi mis autour de cette table pour définir quels étaient nos objectifs prioritaires pour pouvoir les confronter, en tout cas les discuter, les challenger avec les autres acteurs, les autres usagers du Rhône. Mais entre-temps, et ça c'est un des points aussi importants, c'est certaines associations de la plateforme Nature et Paysage, dont le WWF très clairement, on continuera à s'opposer à tout projet, toute infrastructure à proximité immédiate du Rhône et de ses berges, si bien sûr il n'y a pas une plus-value
pour la biodiversité. Voilà, j'en ai terminé avec cet objectif 4, et puis je passe la parole à Suzanne Madère, qui est secrétaire générale de l'association Sauvegarde Clément, mais là tout le monde le sait maintenant, pour les 2 derniers objectifs de ce manifeste. Merci Jean-Pascal. Donc le 5e objectif, c'est gérer l'accueil du public. De plus en plus de personnes se tournent vers les plans d'eau pour y trouver de la fraîcheur, pour être proche de la nature, mais également pour pratiquer des activités de loisirs. Et le risque d'une fréquentation de plus en plus élevée est susceptible de générer des dégradations qui peuvent être irréversibles pour les milieux naturels. C'est pourquoi il faut anticiper les besoins et les usages afin de permettre un accueil qui ne se passe pas au détriment de la nature. C'est pourquoi une planification de ces usages avec une étude de la fréquentation nous semble nécessaire. La descente du Rhône, par exemple, par diverses embarcations qui ont besoin de mettre à l'eau les embarcations, ressortir les embarcations, les VTT sur les rives, augmentent considérablement la pression sur ces écosystèmes, qu'ils soient aquatiques ou terrestres. Les berges sont des lieux privilégiés pour les échanges justement entre la terre et l'eau. Elles abritent une biodiversité riche et spécifique et de nombreuses espèces y sont vraiment accrochées. Ce sont des zones de transition importantes pour de nombreuses espèces. Pour les préserver, il faut déjà identifier les zones les plus sensibles et les plus précieuses et y prêter une attention particulière pour que ces zones restent, si possible, inaccessibles, que ce soit au niveau terrestre ou au niveau du fleuve, notamment certaines lagunes et les milieux qui ont été renaturés. C'est pourquoi les associations de la PLPGE demandent qu'une stratégie de gestion des publics soit mise en place et que des actions de sensibilisation soient prévues afin d'inciter les usagers et les usagères à adopter des comportements adéquats, qu'il y ait au niveau du public, mais au niveau des autorités également, une meilleure prise de conscience des enjeux liés à la préservation du fleuve et de son environnement proche. Et les activités humaines conduisent également malheureusement à l'apport de déchets, ce qui nous conduit au 6e et dernier objectif, réduire les déchets sauvages, notamment les plastiques dans l'eau et sur les rives du Rhône. Donc les déchets liés à l'activité humaine finissent trop souvent leur cycle de vie dans l'eau, que ce soit par le ruissellement des eaux de surface, sous l'effet du vent, via les rejets de stations d'épuration ou abandonnés par les personnes fréquentant les rives du Rhône, mais aussi en amont du Léman. Parmi ces déchets sauvages, le plastique occupe une place prépondérante qui constitue, on sait, un des enjeux environnementaux majeurs du XXIe siècle. Et bien évidemment, la région lémanique est touchée par ce fléau également. Une modélisation qui a été faite par l'ASL montre que 100 tonnes de plastique entrent dans le Léman chaque année. En 2019, on parlait de 50 tonnes, avec l'apport de nouvelles modélisations, de nouveaux types de plastique. Malheureusement, on a doublé ce chiffre en 5 ans. Il y a une étude qui a été menée par l'EPFL qui montre que 10% des déchets qui sont dans le lac continuent leur trajectoire vers le Rhône aval, ce qui représente, si on suit, 10 tonnes de plastique par année dans le Rhône. Donc il faut réduire cette pollution sur les berges et dans les eaux du Rhône, avec des actions en amont, vous l'aurez compris, mais également sur les rives directes, afin de préserver la faune, la flore et la qualité de l'eau. Il y a des actions de nettoyage qui sont organisées, comme par exemple l'Aide Clément par l'ASL, qui préviennent une partie de ces apports. Il y a des études qui sont menées, qui permettent d'affiner, de mieux comprendre les types de plastique, les flux de plastique, et qui proposent également des pistes
pour minimiser ces sources de pollution. Et puis il y a des campagnes de sensibilisation qui sont menées, qui vont être menées pour augmenter la prise de conscience tant des politiques, des gestionnaires, des entreprises et du grand public. Il n'y a pas toujours que le grand public qui peut faire quelque chose par rapport à la problématique des plastiques. Afin de réduire ces sources de pollution qui ont un impact, on l'a dit, sur la faune, la flore et l'eau, mais également sur la santé humaine. C'est pourquoi les attentes de la plateforme ici sont de deux types. Tout d'abord, des campagnes de sensibilisation directement auprès des usagers et des usagères du Rhône, afin d'éviter tout dépôt de déchets aux abords du fleuve, mais également des actions de nettoyage plus fréquents, notamment lorsqu'il y a des crues. Vous avez peut-être en tête ces images d'arbres constellés de plastique lors des crues, qui s'accrochent comme ça et qui restent pendant des mois et des années si rien n'est fait, qui petit à petit se désagrègent et partent dans l'environnement. Et puis également, au niveau principalement du barrage de Verbois, il y a des retenues de déchets, donc l'eau qui arrive depuis le lac, tout ce qui est retenu par les grillades, les grilles à Verbois, s'amoncelle, et si des nettoyages ne sont pas faits régulièrement, eh bien les plastiques se désagrègent et passent quand même au fil de l'eau. Voilà, c'était le sixième et dernier objectif. Donc je repasse la parole à Julie pour les questions, peut-être une conclusion. Alors, c'est plutôt pour les questions. Merci en tout cas d'avoir présenté ces 6 objectifs. On peut directement passer aux questions si vous en avez. Et merci pour votre écoute attentive. J'avais une question, je ne sais pas si quelqu'un en a une autre avant moi, mais quel regard vous portez sur le parc de la Jonction, sur le projet de rénovation et d'aménagement qui va se faire au bout, justement à la pointe de la Jonction? Des questions pour vous peut-être? Je l'ai vu il y a déjà un petit moment quand je siégeais à la commission Monument Nature et Sites, mais donc c'est plus tout à fait frais. Après, on est dans un territoire très très urbanisé, donc d'avoir un espace qui est ouvert au public, qui devient un parc, là-dessus je pense qu'on est tous favorables, ça peut que améliorer la qualité de vie justement des riverains. Maintenant, il faut effectivement faire quand même un point d'attention sur cette partie qui est transition, un peu la question des rives. On est vraiment à un point névralgique entre le Rhône d'un côté et l'Arve, et la thématique de la biodiversité, elle doit être prise en compte, et dans ce genre de projet justement, forcément les élus ont de la peine à voir qu'il y a de la vie, et en tout cas il y a un vrai potentiel à qu'elle revienne, et pense surtout qualité de vie des riverains, ce qui est très très bien, mais il ne faut pas oublier cet aspect-là. Merci. Pas d'autres questions? Alors, s'il y a des interviews spécifiques, je parle avec Julie. On trouve un lieu un peu qui porte dans la salle. La petite salle. Ouais, très bien. Pour annoncer une interview également avec vous, ça ne vous embête pas? Est-ce qu'on vient ensemble ou vous voulez... Non, on fait séparément. C'est parti. Très bien. Super. Merci. Merci à vous.